Il y avait une question sur la centrale nucléaire. Il n'y avait pas de question sur le réseau de centrales nucléaires. La question portait exclusivement sur la centrale qui est temporairement occupée. Elle est en danger parce que la Russie la domine avec des armes et elle ne fonctionne pas parce que la Russie la détient et l'occupe de manière absolument illégale. Arthur Königsberg, on a l'impression que pour Zelensky, c'est une façon de se débarrasser des Russes qui sont dans la centrale et qui occupent la centrale. Mais le jeu est quand même très très compliqué face à Trump, parce que Trump, on a bien tous lu ce qui a été dit, on a écouté la porte-parole. Il n'y a pas que Zaporizhzhia, il y a l'ensemble du système nucléaire de production d'électricité ukrainien. Oui, bien sûr, mais je crois que Zelensky accepte ces conditions de Trump parce qu'il sait très bien qu'elles sont inacceptables pour Poutine. Il sait très bien que les Russes ne toléreront jamais que les Américains fassent main basse sur les centrales nucléaires ukrainiennes, encore moins Zaporizhzhia. Encore moins Zaporizhzhia. Quel message enverrait Vladimir Poutine à sa population, à son régime, si les États-Unis, après 3 ans de guerre, bientôt 3 ans et demi, dans les quelques mois et le potentiel accord, prennent le contrôle d'une centrale nucléaire ukrainienne? Je pense que Zelensky... L'ennemi depuis 3 ans, tout d'un coup, s'emparerait du magot, c'est ça? Ce serait un peu étrange. Comment revendiquer une victoire dans ce cas-là? Je pense que Zelensky est dans cette posture de gain de temps, de montrer qu'il est capable d'accéder aux revendications de Trump, parce que de toute façon, il sait que ces négociations vont dans une impasse. Il attend seulement peut-être le moment où Poutine humiliera véritablement Donald Trump et que Donald Trump, braqué, prendra des vraies décisions de soutien pour l'Ukraine. Sébastien, vous partagez? Comment vous analysez cette conversation un peu lunaire quand même? Non, mais pour aller un peu dans le sens d'Arthur, je pense que Zelensky, et peut-être l'analyse qui est faite, c'est que la convergence entre la Maison-Blanche et le Kremlin, c'est que finalement, homme fort, logique de prédation et regard sur l'économie et les ressources avant tout. En effet, est-ce que côté Kremlin, Zaporizhzhia, qui est aujourd'hui tenu, qui marche qu'un cas, mais qui peut être relancé, est-ce qu'ils accepteraient que ça passe sous pavillon états-unien? C'est pas certain. Ce qui est en revanche, pour moi, l'enjeu du moment, c'est aussi ce qui a été évoqué avant, c'est-à-dire, on a l'impression que l'Ukraine va se faire dépecer, découper, ce qui ne va pas du tout faciliter les négociations de l'Ukraine pour l'Europe, de l'Ukraine avec les États-Unis, etc. La seule chose dans ce moment-là, c'est en effet, est-ce que Zelensky gagne du temps parce qu'il sait que son temps à lui est très compté? Et alors là, moi, je trouve que... Comme celui de Trump, en fait. Et est-ce que Trump, lui, ne cesse de mettre le paquet sur l'économique parce que, comme Poutine, on sait depuis longtemps que l'une des richesses de l'Ukraine, c'est la taille de son territoire, la richesse de son sous-sol, la qualité de ses sols agricoles. Et elle a en effet une position géographique qui fait que sur l'électricité, sur le nucléaire, sur certains aspects, elle est pourvoyeuse de matières premières pour l'Europe ou pour une partie du monde. Encore une fois, dans ce grand jeu-là, le silence de la Chine ou la complicité de la Chine qui a toujours eu un œil attentif sur tout ce qui est ressources et matières premières. Alors, ou la stratégie américaine ou la stratégie de Volodymyr Zelensky, mais visiblement il y a un jeu de dupe ou pas, je ne sais, qui est en train de se jouer. Alors, en tant que 5e sur ce plateau, j'ai quand même pas grand-chose à rajouter aux excellents commentaires qui ont été faits et aux différentes hypothèses qui ont été élevées. Je modulerai un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que ça indique la faiblesse de l'armée ukrainienne, certes. Je pense que ça indique surtout le besoin absolument fondamental qu'a l'armée ukrainienne de l'armée américaine et que donc Zelensky fait en sorte qu'il n'y ait pas de rupture parce que ça, je crois que c'est très important. Donc je crois que ça indique les deux, mais ce lien très fort. Ensuite, la seule chose que je peux rajouter, c'est que, au fond, cette vision mercantile de cette guerre de la part de M. Trump est parfaitement choquante pour nous et nous montre combien, au fond, on est quand même dans 2 perceptions de notre civilisation qui est différente. Je me rappelle, avant-hier, le président Trump sortant de son coup de fil en disant aux Américains « on va gagner des trillions ». C'est pas ce qu'on lui demandait, on lui demandait autre chose. Nous défendons les
les Ukrainiens, nous-mêmes, défendons des valeurs. Lui, il défend du dollar. Et je crois qu'on n'oubliera pas ça. On n'oubliera pas ce fossé civilisationnel qui est en train de s'installer entre l'Europe, peut-être la vieille Europe, mais la vraie Europe, et les États-Unis qui sont en train de nous quitter, non seulement en termes de politique, mais en termes de valeurs. Et, général, vous sentez que c'est une fracture, c'est un fossé, c'est un gouffre qui nous sépare et que, bah voilà, comme un bateau qui lâche son bout d'amarrage, il ne reviendra pas sur le Alors port. le bateau, ça fait longtemps qu'il a quitté le quai. Jacques Attali dit depuis longtemps, nous sommes seuls. Il disait depuis que Obama parle de son pivot vers l'Asie, depuis qu'Obama dit je suis le premier président du Pacifique, il dit ils sont partis. Moi je l'écris depuis très très longtemps cette affaire-là. Je suis pas le seul. Hein. Il y a une dérive vers l'ouest des États-Unis. Kamala Harris quelque part n'aurait pas produit autre chose, mais elle aurait produit ça beaucoup plus calmement et beaucoup moins brutalement. Et pas les mots et pas la même manière. Et en nous laissant peut-être le temps d'arriver à partir en biseau, si vous voulez. Mais il est clair que les Américains, certes, vivent leur vie, qui n'est pas la nôtre. Je vous rappelle qu'une grande majorité d'Américains aujourd'hui n'est pas d'ascendance européenne. Ça, c'est un grand changement. La grande majorité du business américain ne se fait plus en Europe, mais se fait ailleurs. Il ne peut pas les vendre ou il ne peut pas demander à l'Espagne, par exemple, en disant... Donnez vos patriotes à 1 milliard c'est ce qu'il fait. de dollars. Je pense qu'il proposera à le l'Espagne. beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que les Américains fournissent le matériel, le hardware, comme on dit, aux Européens qui, eux, gentiment, le donnent ou le prêtent aux Ukrainiens. Après avoir payé. Après avoir payé, bien sûr, évidemment. Et pour parler du mariage entre la Russie et la Chine, 60% des voitures neuves vendues aujourd'hui en Russie sont chinoises, 82% des ordinateurs portables vendus aujourd'hui en Russie sont chinois, 87% des smartphones vendus en Russie aujourd'hui sont chinois. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Non. Un mot, et après on partira dans un instant à Bruxelles, au fameux sommet. Le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé. De ce que l'on peut voir, il est plus que sceptique sur les bonnes intentions de son ennemi Vladimir Poutine, et peut-être même d'ailleurs de son ex-futur, on ne sait pas, partenaire Donald Trump. Sur ce deal, sur ce business, c'est-à-dire que je négocie avec quelque chose en plus qui ne m'appartient pas. Oui. Que je produis certes, mais qui ne m'appartient pas. Ça, la complexité de ce dossier, c'est qu'on se demande véritablement si c'est avec ça que Donald Trump veut véritablement tenir tête à Vladimir Poutine. En termes de communication, pourquoi pas? Ça envoie... Oui, parce que c'est quand même... Thomas nous l'expliquait tout à l'heure, une batterie de patriotes, c'est très efficace. C'est très efficace. Mais là, vous voyez, on a fait le tour du dossier, c'est d'une complexité rare. Comment Donald Trump va parvenir, par exemple, à arracher le système Patriot à l'Espagne pour qu'elle le fournisse à l'Ukraine? Est-ce que c'est ça, aujourd'hui? Il va falloir qu'il paye très cher. Général, vous êtes arrivé tout à l'heure sur ce plateau et vous vouliez une Europe qui se réveille. Quand on voit l'attitude des Américains qui nous convieraient peut-être à participer pour qu'on lève nos sanctions contre la Russie, vous dites qu'il y a du chemin à faire ou que c'est peut-être justement le moment d'imposer... Ça veut dire qu'on a un levier pour agir et que donc les Américains nous demanderont et qu'en échange de ça, je ne sais pas ce qu'on peut avoir, mais là on a un levier, il n'y en a pas beaucoup, pour agir sur les Américains. Donc le 16e vague de sanctions, il faut évidemment y aller de manière à ce que les Américains aient besoin de notre accord à nous et que tout ça permette de faire plier Poutine, bien sûr. C'est une bonne façon d'être à la table des négociations en disant ok, voilà, on a ce contrôle-là, ça fait mal à la Russie, on le sait, donc maintenant on va avoir notre mot à dire. Oui, mais je crois que les Américains nous invitent à la table des négociations seulement si nous sommes prêts à lâcher oui, ça, ces sanctions. Je crois que vous avez bien compris. Et donc, bien compris. Non, mais donc, ça nous met dans une contradiction stratégique majeure. C'est-à-dire qu'à un moment où l'Europe se réunit et l'Europe repense son réarmement, que la France et le président de la République désignent la Russie comme une menace existentielle et pour la France et pour l'Europe, les Américains demandent aux Européens de pourquoi pas lâcher les sanctions économiques envers la Russie et donc lui permettre de se réarmer. C'est ce que dit Rubio. Hein. Donc c'est une contradiction stratégique majeure pour l'Europe. Et pour revenir aux déclarations que vous avez passées de Peskov, qui dit que l'Europe est en train de prendre le chemin de la guerre contre la Russie. De la guerre. Le parti de la guerre. Il ne faut pas sous-estimer la portée de ces propos. Parce que pendant des décennies, les Russes ont préparé le narratif pour cette guerre d'Ukraine, en disant que c'était l'extension de l'OTAN qui avait causé l'agressivité russe et la montée en agressivité pour qu'elle se protège. Eh bien, ce même narratif peut être utilisé et avoir une grande incidence dans nos débats publics en France et en Europe, de dire attention, parce que
la France et les pays européens se réarment, la Russie se sent menacée et pourrait être amenée à entamer une nouvelle guerre.